En 2023, le Burkina Faso a rompu avec des décennies de dépendance en lançant la production locale d'équipements militaires. Ce basculement industriel promet une autonomie stratégique inédite, mais expose aussi le pays à des risques techniques, économiques et géopolitiques majeurs dans une région déjà instable. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, ce choix dépasse la simple défense et interroge l'avenir de la souveraineté africaine face aux puissances étrangères. Si l'initiative réussit, l'équilibre régional pourrait être redéfini. Si elle échoue, elle deviendra un avertissement durable pour le continent. Cette analyse s'engage à examiner ce que signifie réellement le virage industriel engagé par le Burkina Faso et pourquoi ses conséquences dépassent largement ses frontières nationales. L'enjeu est clair, comprendre comment une décision de production militaire locale peut transformer à la fois la sécurité, l'économie et la position politique d'un État africain confronté à des contraintes multiples. Le pari lancé sous Ibrahim Traoré repose sur une promesse centrale: réduire la dépendance extérieure tout en renforçant la souveraineté nationale. Mais cette promesse s'accompagne de risques élevés. Une industrie de défense naissante doit répondre à des standards stricts, absorber des investissements lourds et fonctionner dans un environnement régional instable. Le moindre échec technique ou logistique peut fragiliser la crédibilité du projet. Ce qui est en jeu ne concerne donc pas uniquement le Burkina Faso. Le succès ou l'échec de cette stratégie pourrait servir de référence à d'autres pays africains cherchant à rompre avec un modèle fondé sur l'importation et la dépendance structurelle. La question n'est pas seulement de produire, mais de durer. En moins de 2 ans, les importations militaires du Burkina Faso ont chuté de près de 73%, tandis que plus de 12 000 emplois directs ont été créés dans l'industrie locale de défense. Ce double mouvement révèle un basculement rapide. Une dépendance historique s'est transformée en capacité productive nationale mesurable. Ce résultat n'est pas le fruit d'un ajustement progressif, mais d'une rupture assumée dans la manière dont le pays envisage sa sécurité et son économie. Avant 2023, l'armée burkinabé reposait presque entièrement sur des fournisseurs étrangers pour ses fusils, munitions, drones et véhicules blindés. Chaque retard de livraison ou problème de qualité avait un impact direct sur les capacités opérationnelles, exposant le pays à une vulnérabilité constante. Cette situation, coûteuse et politiquement contraignante, a servi de point de départ à une réflexion stratégique plus large. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le choix a été fait de produire localement ce qui était jusque-là importé. Cette décision s'est traduite par la création de zones industrielles dédiées à la défense, où des usines se sont spécialisées dans la fabrication de munitions, de drones et d'équipements blindés. Des ingénieurs locaux, souvent formés à l'étranger, ont été mobilisés pour adapter les technologies aux réalités du terrain burkinabé, marquant les premières étapes d'une indépendance industrielle concrète. Les débuts ont été modestes, mais structurants. Les premières lignes de production ont livré des volumes limités, tout en posant les bases de standards de qualité comparables aux références internationales. Progressivement, la montée en compétence des travailleurs et l'adaptation des procédés ont permis d'augmenter la productivité et de réduire les taux de rejet. On peut déjà distinguer un enchaînement clair: dépendance initiale, décision politique forte, puis résultats industriels tangibles. La question reste désormais de savoir si cette trajectoire peut être consolidée dans le temps. Pour comprendre les effets concrets de ce virage industriel, il faut quitter les annonces politiques et observer ce qui se passe au niveau des ateliers. Dans certaines zones de production, des ingénieurs et techniciens burkinabés, souvent formés hors du pays, ont été chargés d'adapter des technologies existantes à un contexte local marqué par des contraintes logistiques et sécuritaires fortes.
Leur rôle n'a pas été d'innover radicalement, mais de rendre opérationnel ce qui paraissait auparavant inaccessible. Un premier impact s'est fait sentir sur l'organisation du travail. Les ouvriers ont dû s'aligner sur des standards internationaux de qualité, impliquant des contrôles plus stricts et des procédures nouvelles. Cette transition a été exigeante, mais elle a progressivement amélioré la fiabilité des produits fabriqués. Dans certains ateliers, les taux de rejet ont diminué au fil des mois, signe d'une montée en compétences réelles. Un second effet est apparu sur le tissu économique local. La fabrication et la maintenance des équipements militaires ont généré des emplois stables, offrant à de nombreux jeunes une alternative à l'économie informelle ou à l'exil. Ces postes, bien que liés à la défense, ont aussi favorisé l'émergence de compétences transférables vers d'autres secteurs industriels. Cette dynamique initiale s'inscrit dans la vision portée par Ibrahim Traoré, qui a fait de l'industrie de défense un levier plus large de transformation économique. Les résultats restent partiels, mais ils montrent déjà comment une décision stratégique peut produire des effets rapides sur le terrain. En somme, produire localement ne change pas seulement l'armement, mais la structure même de l'économie. Le déclenchement du projet intervient en 2023, lorsque l'État burkinabé acte officiellement la rupture avec un modèle fondé presque exclusivement sur l'importation d'armements. Cette décision n'est pas technique mais politique. Elle part d'un constat simple. La dépendance extérieure fragilise la capacité opérationnelle de l'armée et pèse durablement sur l'économie nationale. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, un décret historique ouvre la voie à la création de zones industrielles de défense dédiées à la production locale de fusils, de munitions, de drones et de véhicules blindés. À ce stade, l'objectif est clair. Produire d'abord pour répondre aux besoins internes. La phase de montée en puissance débute rapidement après. Des infrastructures industrielles sont installées, des presses hydrauliques mises en service et des logiciels de contrôle qualité déployés. Les premières chaînes de production fonctionnent avec des volumes limités, mais elles servent de banc d'essai. Les ingénieurs locaux adaptent les procédés aux contraintes du terrain, tandis que les travailleurs se forment à des standards exigeants. Cette période est marquée par des ajustements constants, des retards et des corrections, mais aussi par une progression régulière des capacités de production. Parallèlement, les effets économiques commencent à se faire sentir. À mesure que les ateliers gagnent en efficacité, les importations militaires diminuent fortement. En moins de 2 ans, elles chutent de près de 73%, libérant des ressources financières auparavant consacrées à l'achat d'équipements étrangers. Ces fonds sont réorientés vers l'industrie locale, alimentant un cercle vertueux d'investissement et de création d'emplois. Plus de 12 000 postes directs voient le jour, principalement dans la fabrication et la maintenance, mais aussi dans la logistique et les services associés. La phase de répercussion dépasse rapidement le cadre industriel. Sur le plan social, l'apparition d'emplois stables modifie les perspectives de nombreux jeunes burkinabés qui accèdent à des compétences techniques valorisables. Sur le plan institutionnel, l'État met en place des audits réguliers et des contrôles qualité afin d'éviter les dérives et de garantir la fiabilité des équipements produits. Cette gouvernance renforcée vise à préserver la crédibilité du projet, tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Enfin, le projet commence à être observé au-delà des frontières nationales. Dans une région du Sahel confrontée à des défis sécuritaires majeurs, l'expérience burkinabé suscite autant d'intérêt que de prudence. Le choix porté par Ibrahim Traoré apparaît comme un test grandeur nature. Démontrer qu'une industrie de défense africaine peut émerger sans reproduire les dépendances du passé. Cette séquence d'événements montre une transformation rapide, mais encore fragile. La question n'est plus de savoir si le virage a été amorcé, mais s'il peut être maintenu dans la durée. Avant 2020, le Burkina Faso
importait presque la totalité de ses équipements militaires. En moins de 2 ans, ces importations ont reculé de 73%, tandis que l'industrie locale a généré plus de 12 000 emplois directs. Ce basculement mesurable marque le passage d'une dépendance structurelle à une capacité productive nationale encore en consolidation. Le premier indicateur concerne la balance des importations. La réduction de 73% ne signifie pas une disparition totale des achats extérieurs, mais un allègement massif des volumes et des coûts associés. Concrètement, cela a diminué l'exposition du pays aux retards de livraison, aux variations de prix et aux pressions diplomatiques liées aux fournisseurs étrangers. Cette évolution traduit un gain de marge de manœuvre stratégique, même si elle exige une montée en fiabilité de la production locale pour être durable. Le deuxième indicateur porte sur l'emploi industriel. La création de plus de 12 000 postes directs ne se limite pas aux chaînes de montage. Elle englobe la maintenance, la logistique, le contrôle qualité et les fonctions de supervision. Chaque poste a un effet d'entraînement sur l'économie locale en stabilisant des revenus et en favorisant l'acquisition de compétences techniques. Cette dynamique contribue à structurer un tissu industriel qui n'existait que de manière fragmentée auparavant. Le troisième indicateur concerne les recettes publiques, avec une progression de 18% liée à l'expansion du secteur de la défense. Cette augmentation résulte à la fois de la fiscalité directe sur les activités industrielles et des effets indirects sur les services associés. Elle permet à l'État de financer d'autres politiques publiques sans accroître sa dépendance à l'aide extérieure. Toutefois, ce gain reste conditionné à la capacité du secteur à maintenir ses performances dans le temps. Ces chiffres doivent être interprétés avec prudence. Ils reflètent une phase de décollage, pas un état stabilisé. La productivité et la qualité demeurent des variables critiques. Les audits et contrôles mis en place visent à éviter que la recherche de volume ne se fasse au détriment des standards. Dans cette logique, la gouvernance du programme joue un rôle central pour transformer des résultats initiaux en trajectoires soutenables. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, l'accent a été mis sur la mesure et le suivi des performances, afin d'ancrer le projet dans des données vérifiables plutôt que dans des annonces symboliques. Cette approche renforce la crédibilité interne du programme et facilite son évaluation par des observateurs extérieurs. Pris ensemble, ces indicateurs dessinent une réalité contrastée, des gains rapides et tangibles mais encore fragiles. La réduction des importations, la création d'emplois et l'augmentation des recettes publiques forment un triptyque cohérent. Leur consolidation dépendra toutefois de la capacité du pays à maintenir la qualité, à sécuriser ses sites et à intégrer ces résultats dans une stratégie industrielle de long terme. Les critiques du programme de production locale d'armement avancent d'abord un argument sécuritaire. Dans une région du Sahel déjà marquée par l'instabilité, multiplier les sites de fabrication pourrait accroître les risques de détournement, de prolifération ou d'utilisation illicite d'équipements militaires. Selon cette lecture, créer une industrie de défense nationale reviendrait à ajouter des points de vulnérabilité supplémentaires dans un environnement où la sécurité des infrastructures reste un défi permanent. Cette crainte est renforcée par le fait que toute défaillance de contrôle pourrait avoir des conséquences régionales au-delà des frontières burkinabées. Un second argument, d'ordre économique et social, questionne l'allocation des ressources publiques. Certains observateurs estiment que les investissements engagés dans la défense auraient pu être orientés vers des secteurs jugés plus urgents, comme l'éducation, la santé ou les infrastructures civiles. Chaque unité monétaire consacrée à l'industrie militaire est perçue comme une opportunité manquée pour améliorer directement les conditions de vie de la population. Dans cette perspective, le risque est de privilégier une souveraineté symbolique au détriment de besoins sociaux immédiats.
Ces deux critiques reposent sur des préoccupations légitimes, mais elles ne prennent pas toujours en compte la logique globale du projet. La réponse des autorités burkinabées consiste à rappeler que la dépendance militaire avait un coût économique et politique élevé. Réduire les importations libère des ressources financières réinjectées dans l'économie nationale, y compris dans des services publics essentiels. Par ailleurs, les emplois créés et les compétences développées ne sont pas confinés à la sphère militaire. Ils renforcent un socle industriel transférable à d'autres secteurs. Sur le plan sécuritaire, la mise en place d'audits réguliers et de contrôles qualité stricte vise précisément à limiter les risques évoqués. L'objectif n'est pas une production incontrôlée, mais une capacité encadrée, intégrée à une gouvernance renforcée. Dans cette optique, le programme n'oppose pas sécurité et développement, mais tente de les articuler. Le débat reste ouvert. Il oppose une lecture prudente, centrée sur les risques immédiats, à une vision stratégique qui mise sur la souveraineté industrielle comme levier de stabilité à long terme. À ce stade, la production locale d'équipements militaires au Burkina Faso apparaît moins comme un objectif final que comme un moyen. Ce qui change réellement la trajectoire du pays, ce n'est pas la quantité de fusils, de drones ou de munitions produits, mais la capacité à organiser une chaîne industrielle complète dans un environnement contraint. Cette lecture modifie la perception initiale du projet, souvent réduit à une simple affirmation de puissance militaire. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, l'initiative a progressivement déplacé le centre de gravité du débat. La question n'est plus seulement de savoir si le pays peut produire, mais s'il peut apprendre, standardiser et contrôler. Les audits, les formations techniques et les ajustements continus montrent que l'enjeu central réside dans la maîtrise des processus plutôt que dans l'objet fabriqué. Cette maîtrise conditionne la durabilité de l'ensemble. Ce changement de perspective éclaire aussi les critiques. Les risques évoqués existent, mais ils concernent surtout la gouvernance industrielle. Là où certains voient une prolifération potentielle, d'autres identifient une phase d'apprentissage nécessaire pour bâtir une capacité crédible. La réussite dépend donc moins du contexte géopolitique que de la discipline interne et du pilotage à long terme. Cette révélation redéfinit la suite du récit. Le projet burkinabé n'est pas un symbole figé, mais un système en construction dont les effets réels commencent seulement à se dessiner. Les effets du programme de production locale d'armement se manifestent différemment selon les acteurs concernés, révélant une transformation à plusieurs niveaux du paysage burkinabé. Pour l'État, la première conséquence est stratégique. La réduction des importations militaires a diminué la vulnérabilité du pays face aux aléas extérieurs, qu'il s'agisse de retard de livraison, de pression diplomatique ou de fluctuations de prix. Cette marge de manœuvre accrue renforce la capacité de planification et de décision du gouvernement. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette autonomie relative est devenue un élément central de la politique de souveraineté, même si elle reste conditionnée à la fiabilité de la production locale. Du côté des entreprises et des acteurs industriels, le projet a créé un écosystème inédit. Les usines de défense ont stimulé des secteurs connexes comme la logistique, la maintenance et les services techniques. Cette dynamique a favorisé l'émergence de compétences industrielles jusqu'alors rares dans le pays. Pour les entreprises locales, cela représente à la fois une opportunité de croissance et une exigence accrue en matière de qualité et de conformité aux standards. La défense devient ainsi un catalyseur industriel, au-delà de son périmètre initial. Pour les citoyens, l'impact est d'abord social. La création de plus de 12 000 emplois directs a offert des perspectives nouvelles, en particulier à une jeunesse confrontée à un marché du travail limité. Ces emplois, souvent qualifiés, permettent une amélioration des revenus et une stabilisation des conditions de vie pour de nombreuses familles.
Il contribue également à limiter l'exode économique et à renforcer le sentiment d'utilité sociale. Toutefois, ces bénéfices restent inégalement répartis et dépendent de la capacité du secteur à se maintenir dans le temps. À l'échelle régionale, enfin, l'expérience burkinabé est observée avec attention. Dans le Sahel et au-delà, plusieurs pays font face à des problématiques similaires de dépendance militaire. Le choix porté par Ibrahim Traoré est perçu comme un test. S'il se consolide, il pourrait inspirer des initiatives comparables et renforcer la coopération industrielle africaine. À l'inverse, un échec serait interprété comme la preuve des limites d'une telle stratégie dans un environnement instable. Ces quatre niveaux de conséquences dessinent une réalité nuancée. Le projet ne produit pas uniquement des équipements, il reconfigure des relations économiques, sociales et politiques. La portée réelle de ces changements dépendra de la capacité du Burkina Faso à transformer un succès initial en trajectoire durable, sans perdre de vue les équilibres internes et régionaux. À court et moyen terme, l'évolution du programme de production locale d'armement au Burkina Faso peut être envisagée à travers trois trajectoires distinctes. Chacune dépend moins d'un événement isolé que de la capacité du système à se stabiliser. Le scénario de base repose sur une continuité maîtrisée. La production progresse à un rythme modéré, suffisante pour répondre aux besoins internes sans viser une expansion rapide. Les importations continuent de reculer, mais sans disparaître complètement. Les emplois existants sont consolidés et les audits réguliers permettent de maintenir un niveau de qualité acceptable. Dans cette configuration, le projet remplit sa fonction première, réduire la dépendance extérieure tout en limitant les risques financiers et opérationnels. L'industrie de défense devient un pilier parmi d'autres, sans bouleverser l'équilibre économique général. Le scénario optimiste suppose une montée en puissance plus affirmée. Les chaînes de production gagnent en efficacité, les taux de rejet diminuent et la gouvernance industrielle s'affermit. Le pays parvient alors à dépasser la simple substitution aux importations pour envisager des coopérations régionales, notamment en matière de maintenance ou de services techniques. Cette trajectoire renforcerait la crédibilité internationale du Burkina Faso et conforterait la vision portée par Ibrahim Traoré en faisant de l'industrie de défense un moteur structurant de développement industriel. Le scénario dégradé envisage au contraire un ralentissement du programme, des contraintes budgétaires, des pressions diplomatiques ou des difficultés techniques persistantes pourraient fragiliser les sites de production. Dans ce cas, la production resterait sous-capacitaire et la confiance des acteurs économiques s'éroderait. Le pays serait alors contraint de maintenir une dépendance partielle aux importations, affaiblissant l'impact symbolique et stratégique du projet. Ces trois scénarios ne sont pas exclusifs les uns des autres. Ils illustrent un éventail de possibles conditionnés par des choix de gouvernance, de priorisation et de discipline industrielle. La question centrale n'est donc pas de prédire l'avenir, mais d'identifier les leviers qui permettront d'orienter la trajectoire vers la plus soutenable. Au-delà des indicateurs macroéconomiques et des considérations stratégiques, le programme de production locale d'armement a des répercussions concrètes sur la vie quotidienne de nombreuses personnes au Burkina Faso. Ces effets sont moins visibles que les chiffres globaux, mais ils participent à transformer durablement le rapport au travail et à l'avenir. Pour les jeunes actifs, l'émergence d'une industrie structurée offre des perspectives nouvelles. Les emplois créés dans la fabrication, la maintenance ou le contrôle qualité exigent des compétences techniques précises et valorisables. Cette dynamique contribue à redonner de la visibilité à des parcours professionnels longtemps limités par l'absence d'un tissu industriel solide. Elle permet aussi de réduire l'attrait de l'économie informelle, souvent précaire et instable. Pour les familles, la stabilité de ces emplois joue un rôle central. Des revenus réguliers
facilite l'accès à l'éducation, aux soins et à des conditions de vie plus prévisibles. Même si tous les foyers ne bénéficient pas directement de cette transformation, l'effet d'entraînement sur les services locaux et les activités connexes participe à une amélioration progressive de l'environnement économique. Du point de vue collectif, le projet renforce également un sentiment de maîtrise et de fierté. Produire localement des équipements stratégiques modifie la perception de ce qui est possible à l'échelle nationale. Cette évolution psychologique, bien que difficile à quantifier, nourrit une confiance accrue dans la capacité du pays à mener des projets complexes. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette dimension humaine est souvent présentée comme un complément indispensable à la souveraineté industrielle. Elle rappelle que la réussite du programme ne se mesurera pas uniquement en volume produit, mais aussi dans sa capacité à améliorer durablement les conditions de vie et les perspectives des citoyens. La consolidation du programme de production locale d'armement repose désormais sur une série d'étapes claires qui déterminent sa capacité à durer au-delà de la phase initiale. La première concerne la gouvernance industrielle. L'État, sous la direction d'Ibrahim Traoré, doit maintenir un pilotage centralisé, fondé sur des audits réguliers et des indicateurs de performance transparents. Ces contrôles, menés de façon périodique, permettent de mesurer la qualité des productions, la fiabilité des chaînes et la conformité aux standards établis. La deuxième étape porte sur les compétences humaines. Les centres de formation et les ateliers ont pour mission de renforcer en continu les savoir-faire techniques des ouvriers et des ingénieurs. Cette action doit s'inscrire dans le temps avec des programmes de montée en compétences et des évaluations régulières des acquis. Le succès se mesure ici par la réduction des taux de rejet et par l'autonomie croissante des équipes locales dans la gestion des procédés. Le troisième levier concerne la sécurisation des infrastructures. Les autorités sont chargées de protéger les sites de production et les chaînes logistiques, afin de limiter les risques de perturbation ou de détournement. L'efficacité de cette mesure se juge à la continuité des opérations et à l'absence d'incidents majeurs affectant la production. Enfin, une attention particulière doit être portée à l'intégration régionale. Le développement de partenariats techniques avec d'autres pays africains peut renforcer la viabilité du programme. Ces coopérations, évaluées à travers des projets communs ou des échanges de compétences, constituent un indicateur de maturité industrielle. Cette feuille de route montre que la réussite ne dépend pas d'une décision unique, mais d'un enchaînement d'actions coordonnées et mesurables dans le temps. Revenir aux ateliers permet de mesurer la portée réelle du choix engagé. Là où, quelques années plus tôt, il n'y avait que des hangars vides et une dépendance totale aux importations, des chaînes de production fonctionnent désormais avec des équipes locales formées et responsabilisées. Ce contraste résume l'esprit du projet: transformer une contrainte structurelle en capacité maîtrisée. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette dynamique a pris une dimension symbolique forte. Elle ne se limite pas à la fabrication d'équipements militaires, mais incarne une volonté plus large de rompre avec une logique héritée, souvent subie. Chaque procédure respectée, chaque contrôle qualité réussi, rappelle que la souveraineté industrielle se construit par la discipline et la durée, non par des annonces spectaculaires. L'émotion n'est moins de l'objet produit que du chemin parcouru. Pour les travailleurs impliqués, le projet représente une reconnaissance de leurs compétences et une projection possible vers l'avenir. Pour le pays, il devient un récit collectif fait d'efforts progressifs et de résultats encore fragiles, mais tangibles. Il reste une idée essentielle, comme un fil conducteur. La souveraineté ne s'improvise pas, elle se fabrique, pas à pas. Ce rappel du point de départ donne tout son sens à la trajectoire actuelle et prépare la question finale. Comment transformer cet élan en engagement durable partagé au-delà des frontières nationales? L'expérience menée au Burkina Faso
ouvre une réflexion qui dépasse largement le cadre de la défense. Elle interroge la manière dont un pays peut transformer une dépendance historique en levier d'action, en mobilisant ses ressources humaines, industrielles et institutionnelles. Le choix engagé sous Ibrahim Traoré invite à considérer la souveraineté non comme un slogan, mais comme un processus fait de décisions concrètes, d'arbitrages difficiles et de résultats mesurables. Ce chemin n'est ni linéaire ni garanti. Il suppose une discipline collective, une capacité à apprendre des erreurs et une vigilance constante face aux risques internes et externes. Mais il montre aussi qu'un autre modèle est envisageable, fondé sur la production locale, la montée en compétences et la responsabilité partagée. Cette logique peut-elle s'étendre à d'autres secteurs stratégiques, comme l'énergie, l'agriculture ou les technologies numériques? La question mérite d'être posée, non seulement aux décideurs, mais à tous ceux qui s'intéressent à l'avenir du continent africain. À partir de cet exemple, comment définiriez-vous, dans votre contexte, une souveraineté qui se construit dans la durée plutôt qu'elle ne se proclame?